Très bien, alors vous avez bien fait de venir à cette table ronde. On vous a parlé dans l'intro de Nicolas Taleb. Et l'introduction du signe noir porte justement sur une rupture géopolitique qui est la chute d'un régime qui a fonctionné pendant 1000 ans, qui est celui du Liban. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est précisément pour parler de l'influence de ces chocs géopolitiques et en quoi ils affectent le business, le Liban étant précisément une région du monde dans laquelle il y avait des communautés très différentes qui se retrouvaient autour du business. Autour de moi, j'ai, dans l'ordre, Pierre Bateau, qui se présentera, tous les invités se présenteront, Bruno Cagnol, Sarah Kaloudi et Christian Deboissieux. Moi-même, je suis prof à l'IAE. J'avais Pierre Bateau et Maurice Sayas comme professeurs il y a 35 ans. Et donc, c'est avec un très grand plaisir que je me retrouve ici pour animer cette table ronde, d'autant que pendant toutes ces années, j'ai pu enseigner à l'étranger et j'ai pu aussi travailler à l'étranger, notamment comme moniteur de plongée, en organisant des croisières plongées aux Philippines et en Indonésie. C'est-à-dire que sur 30 ans, j'ai pu voir des évolutions profondes d'un certain nombre de pays, notamment l'Inde, l'Indonésie, les Philippines. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec des Vietnamiens et des Pakistanais. Pierre va nous parler des chocs géopolitiques et notamment en quoi l'histoire qui s'écrit aujourd'hui a des parallèles avec l'histoire ancienne, puisque un certain nombre d'auteurs relatent que notre situation est assez semblable à la situation du XXe siècle, du début du XXe siècle, où on avait une grande mondialisation qui était heureuse jusqu'à ce qu'elle conduise à la Première Guerre mondiale. Bruno, tu vas nous parler de ton expérience à la fois comme ancien élève de l'IAE, où des aspirations se sont heurtées à des réalités géopolitiques, mais aussi ton expérience de l'Afrique, pour ne pas parler seulement du débat entre les États-Unis et l'Inde. Sarah, tu as une expérience justement entre les États-Unis, l'Inde, mais aussi, pour ajouter un peu de piment à la réflexion, la question du Moyen-Orient. Et enfin, Christian, tu vas nous apporter une vision qui est plus globale avec des questions de tarifs, c'est-à-dire de droits de douane, de monnaie, avec la question de la dédollarisation, et aussi ces tensions entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud global. Rentrons directement dans le vif du sujet. Chacun de nos speakers va prendre la parole pendant 7 minutes pour fertiliser votre pensée, et ensuite vous pourrez leur poser toutes vos questions, et je suis sûr d'ailleurs qu'ils auront plaisir à dialoguer entre eux. Pierre ? Je suis content d'être à côté de mon vieil ami ici. Nous étions ensemble à Northwestern, à Kellogg, il y a très très longtemps, sur des séminaires d'économie, et avec Bruno, qui était un ancien étudiant, et qui m'a donné la chance de rencontrer un jour Jean-Pierre Papin et Michel Hidalgo, alors que j'étais à l'époque, et je suis toujours d'ailleurs abonné au Stade de Rome. Voilà, merci Bruno. Et puis Sarah, que je ne connaissais pas, mais que je n'ai pas eu comme étudiante, mais que j'ai rencontrée. C'est dommage qu'il n'y ait pas la parité, mais quand j'ai fait l'IAE, moi, il n'y avait que 2 femmes sur 50 dans la promotion. Et quand j'ai fait l'INSA, il y avait 2 femmes sur 600. Voilà. Donc on a progressé. Voilà, alors, j'ai choisi... Comme l'IAE est la fille de la Harvard Business School et qu'on en a parlé tout à l'heure, et que c'est la méthode des cas qui domine, et qui m'a donné 7 minutes, ce qui est très court. Comme je suis très bavard, je me suis dit, si je parle de n'importe quoi, ça va dépasser. Donc, écrivons un cas et soumettons-le selon la méthode traditionnelle de l'IAE. Alors, j'ai écrit le cas et je vais vous le lire. D'habitude, on le distribue à l'avance, mais les étudiants, en général, ne le lisent pas, donc c'est en cours qu'ils le font. En juin 1910, donc on est en 1910, nous sommes en 1910, hein, n'oubliez pas. 2 cousins, Léon et Simon, dirigent la société des ateliers TM, entreprise de construction automobile, à Marseille. 15 ans auparavant, en sortant de l'école d'ingénieur, Simon avait conduit la pare levasseur de son frère aîné et lui avait apporté certaines modifications. Il avait décidé avec son cousin Léon de créer une entreprise. Léon venait d'avoir son diplôme de l'école de commerce de Marseille. Les premiers essais ont été accomplis
dans un garage près de la Blancarde. Et après des dépôts de brevets, l'entreprise TM a été créée en 1898 avec une usine au Parc Chanot, sur l'emplacement du stade actuel Vélodrome. TM voulait être un vrai constructeur d'automobiles et pas un assembleur. En 1901, la marque avait remporté des victoires dans les premières courses automobiles. Les cousins étaient convaincus que le meilleur moyen de vendre des voitures, c'était d'en susciter l'envie aux dizaines de milliers de spectateurs qui se pressaient devant ces courses au début du XXe siècle. En 1905, les modèles TM avaient acquis une notoriété locale en version ville, sport et course. Et du point de vue esthétique, si vous les regardez sur Internet, vous verrez, les voitures TM étaient supérieures à ce qui se faisait chez Ford en 1903, en 1904, 1905. Pour un stage d'études, Léon avait séjourné à Liverpool, le plus grand port du monde après Londres. Il avait compris qu'une internationalisation des affaires allait se produire. Et il ne suffit pas de regarder simplement la Méditerranée, ce qu'on faisait à Marseille depuis 26 siècles, mais il fallait regarder le monde et le reste donc de la planète. Hein. Marseille était à l'époque le 4e port du monde, juste équivalent à New York. Et il y avait l'ouverture du canal de Suez qui faisait que Marseille devenait un hub tourné vers l'extérieur. Pour croître, l'automobile a besoin de beaucoup de capital. Et les deux cousins ne pouvaient pas compter sur le capital de leur famille. Il fallait donc trouver des coopérations. Et ces coopérations, ils sont allés les chercher. Dès le début, ils avaient passé des accords avec la française de Dietrich et avec l'anglaise Daimler. Mais Daimler, c'était une firme allemande au départ qui avait été développée par Gottlieb Daimler, qui était un génial motoriste allemand. Et cette firme était devenue anglaise, dirigée par des capitaux anglais. Et ça faisait qu'à cette époque-là, les deux cousins pensaient que l'avenir de l'automobile, puisqu'on parle des avenirs du futur, il se ferait sur une triple coopération, Angleterre, Allemagne et France. Voilà, c'était la clé. Alors, en 1910, quel est le contexte? En 2 décennies, tout a changé plus qu'en 2 siècles. De grandes innovations ont transformé la vie des citadins, des ruraux. Les rues de Chicago, que je connais bien et que tu connais bien aussi, étaient à l'époque encombrées de charrettes en 1880 et en 1910, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus que des camions et des automobiles. De nombreuses commodités nouvelles ont cassé les routines anciennes. Il y a des téléphones, il y a des appareils électriques, il y a des appareils photo, il y a des caméras, etc. Il y a même l'aviation, les industries du futur qui se pointent, puisque à Marignane, on fait les essais d'un premier biplan avec un moteur fabriqué justement par l'entreprise en question. Donc, partout, les automobiles sont fabriqués dans des grandes usines, selon les méthodes de l'ingénieur Taylor. Et la première Ford T est arrivée en 1908, c'est-à-dire 8 ans après la première TM, celle de nos deux cousins. Dans les grandes villes américaines, grâce au béton armé, aux structures métalliques, il y a des gratte-ciels qui se dressent de tous les côtés et qui abritent les bureaux de centaines d'entreprises nouvelles qui connaissent des croissances à 2 ou 3 chiffres. Des bureaucraties s'y installent et une ère nouvelle s'annonce, celle des managers. Ça a été le début de l'ère des managers. Et d'ailleurs, 30 années plus tôt, un industriel philanthrope, Joseph Wharton, avait anticipé ce besoin de management. Il avait créé à Philosophie la première School of Finance and Commerce dans l'université de Pennsylvanie. Et en 1908, ça a été rappelé tout à l'heure, la vénérable institution, la vénérable Harvard University, venait juste de créer la nouvelle Business School, 40 étudiants, c'était la première promotion, avec des méthodes innovantes, disait-on, à cette époque-là. Et on en a parlé tout à l'heure. Tous ces changements ont été possibles par l'arrivée de 2 énergies, c'est la transition énergétique, l'électricité et le pétrole. Celles-ci induisent leurs effets en Europe, avec des découvertes scientifiques et des innovations industrielles. À Paris, non pas à l'université, mais à l'école municipale industrielle de chimie, c'est-à-dire dans une école tout à fait indépendante de l'université, il y a une jeune femme qui s'appelle Marie Curie, qui fait des découvertes surprenantes. Et elle obtient un nouveau prix scientifique qui a été financé par un industriel lui-même de la dynamite, Nobel. En Suisse, il y a un jeune docteur qui s'appelle Albert Einstein. Il n'a pas encore trouvé de poste universitaire.
Et il occupe un emploi provisoire au bureau des brevets de Berne. Et il publie 4 articles dont les spécialistes disent que ces découvertes pourraient peut-être changer la face du monde dans les prochaines années. L'enseignement supérieur est en pleine transformation. En Amérique, les vieilles universités de l'Ivy League, c'est-à-dire les principales, si vous voulez, ont créé des départements de sciences appliquées, de technologie. À Boston, il y a une nouvelle institution, le MIT, qui est en train de prendre un essor considérable. Et son fondateur, William Barton Rogers, qui est un géologue, il veut marier l'éducation libérale, mais en même temps la formation professionnelle, technologique et sociale. Une nouvelle université, Stanford, est créée en 1891 avec des perspectives similaires. En France, c'est surtout dans les grandes écoles que la formation d'ingénieurs est en train de se transformer complètement. Dans les facultés créées en 1808 pour former les enseignants du secondaire, les professeurs supervisent des doctorants, mais surtout pour leur succéder aux professeurs, beaucoup plus que pour se rapprocher des entreprises et apporter les compétences scientifiques qui sont nécessaires à ce moment-là. À Marseille, la faculté des sciences a un tout petit peu pénétré le domaine de la chimie, mais assez peu. L'enseignement supérieur est donc partout chamboulé et il est mis au défi de répondre à ce besoin. Et on se demande comment vont être formulées les compétences technologiques, commerciales et commerciales nécessaires pour la croissance des entreprises industrielles. Voilà le cas, les questions à donner aux étudiants. Quels facteurs faut-il prendre en compte pour étudier ce problème et conseiller les deux cousins? Quels scénarios géopolitiques sont à considérer? Comment estimer les risques de chaque scénario? Et doit-on compter sur les institutions nationales d'enseignement supérieur pour préparer les compétences nécessaires ou doit-on les chercher à l'étranger et les former ou les former nous-mêmes? Et comment? Alors, ce cas, je l'ai écrit parce qu'il y a à l'intérieur toute une série de petites allusions en filigrane à ce qui a été dit précédemment, mais à toute une histoire que j'ai vécue moi-même, et en particulier le principal acteur de cela, il se trouve que je l'ai connu quand j'avais 5-6 ans, et j'avais j'étais fasciné par ce personnage et ses voitures magnifiques décapotables, donc c'était Simon Méry, le fondateur de l'entreprise Turcaméry à Marseille. Voilà ce que je le propose comme quelque chose d'un tout petit peu métaphorique. Si vous regardez, tous les ingrédients y sont et vous pouvez le transposer pratiquement complètement à la période d'aujourd'hui et on peut méditer sur ce que ça signifie que d'être dans une période aussi chamboulée que la nôtre. Voilà. Et vous le savez, donc 4 ans plus tard, c'est la déflagration. Et donc, tout ça sera terminé. Merci beaucoup, Pierre. Bruno, comme moi, tu as eu Pierre en cours et tu vas nous parler des écarts entre tes ambitions d'étudiant et ce que tu vois aujourd'hui, et tout particulièrement grâce à ton expérience africaine. D'abord, je voudrais te remercier aussi Pierre pour la qualité de l'enseignement et sa participation aussi aux différents tournois de football, puisque Pierre jouait avec nous dans l'équipe de football à l'époque. Effectivement, j'ai été diplômé de l'IAE en 1991. Alors, Pierre, pour le football, c'était l'année aussi où l'OM a perdu sa première finale à Bari. Et je me souviens que tu nous avais... Oui. Avec Jean Greffeuil, tu nous avais donné quelques libertés sur les cours pour ceux qui allaient assister à cette finale, malheureusement perdue. Je crois que moi, ce que j'ai essayé de montrer, donc je suis Bruno Cagnol, je suis président d'un groupe qui s'appelle Foslev, qui a été créé par Henri Brière, qui a été aussi diplômé de l'IAE d'Aix-en-Provence un peu plus tôt que moi, puisque c'était en 68, où on réalise un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 3200 salariés. Le parallèle que je voulais faire, c'est qu'est-ce qu'était le monde quand j'étais jeune diplômé de l'IAE en 91. Alors, c'est assez marrant parce que c'est différent de celui que tu viens de décrire, mais le mur de Berlin venait de tomber 2 ans auparavant. On était en pleine première guerre du Golfe. Je me souviens qu'on regardait un peu les premières images diffusées en direct à ce moment-là. Et la première guerre du Golfe, elle avait été quand même soutenue par le Conseil de sécurité, et c'était une guerre, je rappelle, contre l'Irak, pour déloger l'Irak qui avait envahi le Koweït. Du coup, on était dans un monde plus apaisé,
où la technologie était au début d'Internet. Je me souviens, le premier service informatique de l'IAE était vraiment à la pointe, avec notre regretté professeur qui avait créé ce service, Philippe Delmas, voilà exactement, où on m'a enseigné les rudiments d'Excel et de Word, qui n'était pas encore, qui était le Word 5, mais c'était la première université qui enseignait réellement tout ça. C'était un monde plus apaisé, donc, où, comme l'Europe se développait, on sentait beaucoup plus de sécurité, puisque nous avions vécu dans le bloc Est-Ouest, hein, avec le fameux équilibre de la terreur. Un monde d'opportunités aussi, puisque les barrières douanières tombaient, et c'est là où commençaient les prémices de la mondialisation. Un monde dans lequel la France, et notamment en Afrique, sur tout le pourtour méditerranéen, avait une grosse puissance, et un monde où l'Europe avait vocation à jouer un rôle plus important que celui qu'on lui confère à l'heure actuelle. Donc moi, je suis rentré chez Foslev en 91, c'est une société familiale, j'ai gravi les échelons, et puis en 2008, avec Henri Brière, on a eu différentes dates, en 2008, avec Henri Brière, on a décidé de s'installer en Afrique, et on a commencé par 2 pays qui ne sont pas les plus connus d'Afrique, mais qui sont le Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec l'RDC, et le Gabon. Je dis toujours qu'au début, on a fait toutes les bêtises qu'on pouvait faire, en pensant qu'on allait arriver avec notre savoir-faire français. Il a fallu s'habituer, et rapidement, c'est devenu un axe de développement. Donc on a décidé d'aller plus loin, et l'époque, c'est toujours l'Afrique quand même, l'économie pétrolière, ou gazière, on le verra. Et en 2015, on a décidé, je vois Olivier qui est là, Pauillac, qui nous a aidés dans l'implantation de Foslev au Mozambique. Et c'est typique de ce que peut être des projets à l'export, puisque Mozambique, on s'est installé en 2015 pour les plus grands projets gaziers qui vont se faire au monde. C'est 50 milliards d'investissements de dollars. Donc à l'époque, ce n'était pas Total, mais maintenant c'est Total, c'est Exxon et c'est Eni. Le projet de Total commence. Je viens d'avoir la première commande il y a 2 semaines pour le projet de Total, soit 10 ans. Entre-temps, il y a eu le Mozambique est un pays très en long, qui est face à Madagascar, qui va de la Tanzanie jusqu'à l'Afrique du Sud. La capitale est au sud, à côté de l'Afrique du Sud, donc c'est Maputo, et les gisements sont au nord. On ne parle pas la même langue au sud qu'au nord. Au sud, on parle le portugais, on est catholique, au nord, on parle le swahili, on est musulman. Et donc, il y a eu un mouvement djihadiste qui s'est lancé, et personne n'a pu enrayer ce mouvement, si ce n'est depuis 2 ans, c'est le Rwanda. Donc là, on rentre dans une géopolitique très particulière. C'est le Rwanda qui a rétabli la sécurité et qui a permis au projet de se lancer. On ira sûrement aussi, on est en Amérique du Sud. Alors, en fait, je dis toujours que notre première expérience export, ça a été les Antilles. D'accord ? Puisque c'était une île avec des us et coutumes différentes. C'est la métropole, ce qui est très différent. On a un décalage horaire, on a 10 heures d'avion, 4 jours, 5 jours de bateau. On a des formalités douanières à faire. Donc il a fallu s'adapter. Et depuis, on a été aussi en Guyane française. Et peut-être que maintenant, on ira au Suriname, qui est le voisin de la Guyane française. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce développement en Afrique, parce qu'on va rester sur l'Afrique, c'était l'objet, nous, on est arrivé au moment où c'était la fin de ce qu'on a appelé communément la France-Afrique. Et la France-Afrique, maintenant, elle est finie, soyons très clairs. Malgré tout, il y a une proximité de culture avec certains pays qu'il ne faut pas négliger. La langue, en premier. Alors, un Congolais, un jour, m'a dit on a repris 2 choses de la colonisation, c'est la lourdeur administrative et les costumes. Voilà. Bon, malgré tout, on garde quand même quelques atomes crochus qui sont loin d'être négligeables et qui nous donnent une puissance forte. Il faut qu'on passe cette époque colonialiste, qu'on arrive à passer cette époque colonialiste. Mais maintenant, il ne faut pas se leurrer, hein, nos concurrents, à l'époque, c'était la guerre entre les Français et les Américains en Afrique.
Maintenant, c'est terminé. Il y a les Russes, effectivement, que vous avez connus. Tout le monde a parlé de Wagner. Mais les Russes n'ont pas un tissu d'ETI tels que les nôtres. Donc finalement, même dans les pays où Wagner est arrivé, les entreprises, les ETI françaises restent. Wagner, il s'intéresse à une chose, c'est le pouvoir et généralement des ressources minières. C'est les seules choses qui les intéressent. Le reste ne les intéresse pas. Mais ce n'est pas fini. Il y a eu les Chinois qui sont très présents depuis un moment et qui construisent énormément dans le BTP. Mais on trouve des Indiens, on trouve des Turcs, on trouve des compétiteurs européens comme les Espagnols, les Portugais. Et c'est terminé. Nous sommes dans une compétition mondialisée. Nos clients au Mozambique, par exemple, on n'a pas un seul client français. C'est des Italiens groupés avec des Américains, c'est des Turcs, c'est des Espagnols et c'est même des Indiens. Donc on a maintenant en Afrique le terrain de jeu de la mondialisation et c'est à nous adapter. Merci beaucoup, Bruno. On va passer à Sarah qui va nous parler de justement ces relations entre États-Unis, Chine et Moyen-Orient. Oui, donc Sarah Colotti, j'ai fait l'EAE en 2007. J'ai fait beaucoup d'amitiés qui sont restées. Je reste en contact avec pas mal de personnes. J'ai une qualité d'enseignement qui était assez brillante, donc je garde un très très bon souvenir. Moi, je travaille pour une société américaine, Omnicell, on est dans le MedTech. J'ai toujours été à l'international, je suis DRH, donc je m'occupe de tout ce qui est outside of the US. Donc, on a un global footprint qui couvre de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs, effets de la géopolitique. Donc, cette année, comme on le sait, il y a les tarifs Trump que nous avons, en tant que société, essayé de provisionner dans les comptes l'année dernière. Donc, en début d'année, on pensait qu'on était assez bien. D'un coup, à l'annonce des tarifs, waouh, il a fallu d'un coup augmenter les provisions, savoir comment on va gérer. On a une fabrication aux États-Unis, heureusement, mais nos pièces viennent de Chine. Donc tout ce qui est supply chain, tout ce qui est client, parce que nous, à l'extérieur des US, on importe des robots pour les mettre dans les hôpitaux, etc. Donc il y a un gros enjeu de ces augmentations de tarifs. Qu'est-ce qu'on fait avec le pricing? Est-ce que c'est vraiment le client qui va prendre ces coûts? Est-ce qu'ils peuvent? En France, on connaît exactement la difficulté que nous avons en santé. Donc ça, c'est quelque chose où on essaie de mettre en place des hypothèses dans nos comptes et être agile face à des incertitudes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose avec une mondialisation qui nous chamboule un petit peu. Tout ce qui est supply chain, ça a été un petit peu chamboulé. Est-ce qu'on peut s'approvisionner ailleurs? Non, enfin, pour l'instant, notre business est fait comme il est. Donc, on essaie d'être un petit peu plus agile. La géopolitique aussi, je dirais qu'il y a un autre facteur que nous voyons dans ma partie d'Omnicell, c'est le Moyen-Orient. Nous avons une grande présence à Dubaï, donc on a un siège à Dubaï pour le Moyen-Orient. En revanche, là, aujourd'hui, on voit l'Arabie Saoudite qui devient un acteur majeur, qui veut vraiment concurrencer Dubaï, qui veut piquer la place. Ils ont compris qu'il y a une grosse dépendance sur le pétrole. Ils veulent changer ça. Il y a toute une vision qui est construite autour de Vision 2030, où l'Arabie Saoudite fait d'énormes progrès pour essayer de justement renouveler, amener de l'investissement, diversifier leur portefeuille. Ils sont vraiment très très intéressés dans le numérique, dans la logistique et dans l'industrialisation de leur pays. Donc aujourd'hui, si on veut continuer à faire du business avec le Royaume, nous sommes obligés
de mettre en place un headquarters, un siège au Royaume. Il y a 2 ans, quand nous avons commencé à parler de mettre un siège pour continuer nos activités au Royaume de la KSA, je l'appelle, en Arabie Saoudite, on nous disait qu'il fallait une présence de 15 personnes au HQ. Il y avait une côté où il fallait embaucher des personnes qui étaient saoudiens et on pourrait emmener toutes les autres personnes. Sauf que le RHQ, pour nous, 15 personnes, c'était un peu énorme parce que c'était un démarrage d'activité ou une continuation d'activité. Donc, on a essayé de négocier. Ils ont dit, bon, OK, 12, mais dans 2 ans, vous serez 15, hein, n'est-ce pas? On a essayé de faire en sorte que ça marche. Vous imaginez, je dois bouger des personnes de Dubaï avec leur famille en Arabie Saoudite. Il y a énormément d'ouverture maintenant. D'accord, moi j'y vais, je ne suis pas voilée, j'ai le droit de conduire, etc. Donc il y a une transformation qui est en cours. En revanche, il y a des traditions. Donc il y a un gros choc entre l'envie d'avancer et la tradition qui reste très très ancrée dans ce pays. Donc aujourd'hui, j'arrive pas à faire bouger les salariés, donc on est face à un problème, on risque de perdre le marché. J'ai 4 personnes qui sont d'accord pour y aller et s'installer en Arabie Saoudite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne voir le ministère. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on mette en place un siège avec que 4 personnes? Écoutez, il y a une telle ouverture qu'ils sont en train de dire peut-être que ça marchera. Donc pour moi, c'est une ouverture que je m'y attendais pas. C'est vraiment en cours et il y a une vraie volonté. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de travail vers cette transformation. Et je regarde le Moyen-Orient avec ces avancées et cette envie qu'ils ont d'amener de l'investissement dans leur pays. Et je me dis, on a vraiment à se poser des questions en Europe. Parce qu'on va là-bas, on voit qu'il y a une envie, une ouverture et un vrai terrain de jeu, si on est d'accord pour y aller. Ce qu'on voit là-bas aussi, ce n'est pas que l'Europe et les États-Unis. Les Chinois sont là et ils sont prêts à tout faire. Donc nos concurrents, ils sont déjà là-dedans. Nous, on essaie de venir avec nos produits qui sont réglementés, etc., costauds. Les Chinois sont déjà là. Ils répondent aux besoins des Saoudiens. Et ils ont une rapidité que nous n'avons pas. Donc je pense que d'un niveau concurrence, on a des choses à faire pour rester actuel dans ce monde-là qui change et qui se transforme. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Christian, quel est le point de vue de l'économiste, peut-être avec une vision de synthèse? Bien, d'abord, bonjour à tous. Et ça marche? Merci de votre invitation. Je n'ai pas fait l'IAE d'Aix-en-Provence. Je n'ai pas enseigné à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et pourtant, je suis là. Alors, pourquoi je suis là? D'abord, il faut demander à nos amis des raisons pour lesquelles ils m'ont invité. Moi, je suis prof émérite. Émérite, ça veut dire pas tout jeune, hein, en français. Je suis prof émérite à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je suis parisien, nul n'est parfait. Et j'ai toujours fait, tout en étant prof, jamais quitté l'université, j'ai toujours fait des choses à côté, privé et public. J'ai présidé pendant 9 ans le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, entre 2003 et 2012. J'ai été régulateur bancaire et financier auprès des autorités. Je travaille beaucoup sur l'Afrique, sans monopole. Voilà, alors j'ai envie... Et puis je suis un copain de Pierre. Il l'a dit, en 73, il faisait sa thèse à Northwestern. J'étais postdoc à Northwestern et à Harvard, l'année 73-74. Et finalement, on ne se voit jamais, mais on reste copains. C'est peut-être pour ça qu'on reste copains. C'est parce qu'on ne se voit jamais. Oui, j'étais président de l'AFI. Bon, je vais arrêter de parler de moi. En tant qu'économiste, tout à l'heure, Maurice Arias traitait les juristes et les profs d'économie de seigneurs. Il voulait dire, au fond, que les profs de gestion ne sont pas assez considérés, d'une certaine façon, ce qui est vrai, pas assez considérés. Mais la finance,
C'est vraiment un domaine dans lequel la séparation entre l'économie et la gestion n'a aucun sens. Quand on fait de la finance, on fait de la micro, on fait de la macro, on fait de tout. Bon, 4 points, je voudrais aborder rapidement Olivier, qui est le gardien de l'horloge. Premièrement, Sarah en a parlé, les tarifs, je vous donne mon sentiment aujourd'hui. La question que je me pose en tant qu'économiste par rapport à cette guerre commerciale, qui avait commencé avant, hein. Veut dire, il ne faut pas croire que tout a commencé avec le tour de Trump. Veut dire, qui a créé l'IRA, Inflation Reduction Act, qui est une mesure protectionniste pour attirer en quelque sorte des investissements aux États-Unis, c'est l'administration Biden. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une rupture totale. La guerre commerciale lancée ou relancée par M. Trump, qu'est-ce qui peut arrêter Trump? Ma réponse, c'est pas nous, l'Europe, c'est même pas la Chine. Je pense que ce qui peut arrêter Trump ou le freiner du point de vue commercial sont les marchés financiers et l'inflation aux États-Unis. Voilà les deux choses qui expliquent pourquoi, après avoir présenté son tableau Excel avec tous les tarifs qui allaient 145% vis-à-vis de la Chine, vous vous souvenez au début? Bon, on est revenu à des choses plus raisonnables. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a abandonné les chiffres initiaux, qu'il est en train peut-être de les abandonner? C'est pas l'Europe, c'est pas la Chine, c'est la peur de l'inflation américaine et la réaction du consommateur américain avec les élections de mi-terme qui arrivent l'année prochaine, en 2026. Et c'est la finance. La baisse du dollar, il la recherche, j'y viens dans un moment. Mais la baisse du dollar, ça veut dire aussi la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les Japonais, les Chinois, les Européens, les gens du Golfe, ils achètent des bons du Trésor américain et des obligations du Trésor américain quand ils anticipent, parce qu'ils anticipent une baisse du dollar, à condition d'être rémunérés par une prime de risque, c'est-à-dire par des taux d'intérêt plus élevés américains. Voilà, je suis obligé de constater, c'est ça qui a freiné Trump, c'est pas nous. Bon. Deuxième point, vous avez parlé de l'Afrique, de l'Arabie Saoudite. Un mot sur je vais animer demain une table ronde à Aix aux rencontres économiques sur le Sud global, concept ambigu. Concept ambigu. Il faut dire un mot des BRICS. Parce que les BRICS, c'est quoi? C'est le fer de lance du Sud global. Le Sud global, il n'est pas organisé en tant que tel. Les BRICS, ils commencent à s'organiser. Il y a une banque des BRICS qui est à Shanghai, présidée par l'ancienne présidente brésilienne, Madame Rousseff. Il y a un mini FMI des BRICS qui s'appelle CRA. L'Arabie Saoudite avait dit en 2023 qu'elle pensait rentrer dans les BRICS, elle n'y est pas rentrée. Elle n'y est pas rentrée, je pense, pour des tas de raisons. L'Arabie Saoudite ne veut pas déplaire aux Américains. Et que dans les BRICS, aujourd'hui, 10 pays, les BRICS, vous avez l'Iran. Et donc, je pense que l'Arabie Saoudite ne veut pas se trouver à côté de l'Iran en table. Bon, mais ce problème des relations Nord-Sud, avec la montée du Sud global et les débuts d'institutionnalisation des BRICS, c'est une des lames de fond de la géopolitique dans laquelle nous sommes et qui va faire que s'accentuer. Pour terminer sur ce deuxième point, parce qu'il faut que je sois court sur chacun des points, les BRICS vont continuer à s'élargir. Aujourd'hui, 10 pays, il y a 9 pays qui sont partenaires, donc qui sont peut-être en attente de rentrer dans les BRICS. Et là-dedans, c'est un peu l'auberge espagnole. Vous avez des pays très différents. Vous avez le Nigeria, parenthèse, l'Afrique est sous-représentée au G20 par la seule Afrique du Sud et l'Union africaine, mais c'est pas normal que le Nigeria ne soit pas autour de la table du G20. C'est pas normal que le Kenya ne soit pas autour de la table du G20. C'est pas normal que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal n'y soient pas. Et l'Afrique, aujourd'hui, dans les BRICS, les 10 pays, vous avez 3 pays africains, vous avez l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte. Alors, parmi les pays qui pourraient rentrer dans les 9 pays associés aux BRICS, vous avez l'Ouganda et vous avez le Nigeria, 2 grands pays africains qui pourraient rentrer. Mais vous avez la Biélorussie, vous avez Cuba. Ma prédiction, c'est qu'au fur et à mesure que les BRICS vont s'élargir, et ils vont s'élargir, ils vont perdre, à mon avis, en intensité. Les BRICS vont être confrontés au même problème que l'Europe. On ne peut pas à la fois élargir et approfondir. C'est le problème de l'Europe, ça va être le problème des BRICS.
plus ils vont s'élargir, plus les BRICS vont être hétérogènes du point de vue politique et du point de vue économique. Donc moi, s'ils me demandaient mon avis, ce qui n'est pas le cas, je leur dirais, réfléchissez un tout petit peu avant de continuer à vous élargir. Troisième remarque, j'accélère, Olivier, dédollarisation, sujet sur lequel je travaille. J'ai sorti il y a 3 mois, chez Odile Jacob, je fais de ma pub, un livre qui s'appelle « La nouvelle guerre des monnaies ». La nouvelle guerre des monnaies, alors il y a des chapitres sur les cryptos et la réponse des banques centrales, des autorités aux cryptos, mais la dimension guerre des monnaies que je vais évoquer ici rapidement, c'est la guerre entre les monnaies de réserve. Les BRICS contestent le dollar, contestent la puissance américaine, contestent la puissance de l'Occident et veulent essayer de se passer du dollar. Et les sanctions économiques contre la Russie ont eu cet effet latéral, ce n'était pas l'objectif, ça a été la conséquence, d'inciter les BRICS à essayer de contourner. Les banques russes ont été exclues du système SWIFT. Et donc, qu'ont fait les Russes? Ils ont créé un système de paiement, de règlement entre les banques concurrent de SWIFT, dans lequel vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, etc. Donc, sans le vouloir, nos sanctions économiques contre la Russie, par ailleurs nécessaires, ont eu cet effet de cimenter un peu de coopération, j'allais dire sud-sud ou est-est. Bon, et avec une volonté de dédollarisation. Alors, je n'ai pas le temps d'insister, on donne les chiffres dans mon bouquin. Si vous voulez, quand on raisonne sur les monnaies, mais j'attire votre attention sur le fait suivant. Quand on raisonne sur les monnaies au plan international, il faut travailler dans un espace à 2 dimensions. Vous avez les taux de change et vous avez les parts de marché des différentes monnaies. Et c'est 2 choses différentes. Le taux de change, Trump est en train de jouer la baisse du dollar. C'est un jeu qui me paraît dangereux. Parce que certes, il veut gagner en compétitivité par la baisse du dollar, par rapport à l'euro, par rapport au yuan chinois, etc. Mais il peut y avoir un moment, compte tenu de l'ampleur du déficit extérieur américain, où les investisseurs internationaux qui financent ce déficit vont commencer à prendre peur. Prendre peur du risque de change, s'ils anticipent une baisse du dollar. Donc, c'est difficile d'avoir un dollar compétitif, ou plus compétitif, et d'un dollar en même temps conquérant en termes de parts de marché, qui conserve ses parts de marché. Alors aujourd'hui, le dollar fait la course en tête, il représente 57% des réserves de change dans le monde, des réserves de change des banques centrales dans le monde. 57%. Monnaie numéro 2, l'euro, qui est à 20%. Un peu plus du tiers du dollar. Alors parler de dédollarisation, ça me fait un peu rigoler. C'est une velléité politique plus que la réalité économique d'aujourd'hui. Mais il y a cette tendance à l'érosion progressive des parts de marché du dollar, au profit de qui? C'est ça le sujet central pour nous Européens. Madame Lagarde à Sintra, il y a 2 jours, a dit l'euro devrait bénéficier de ce mouvement de remise en cause un peu du rôle du dollar. Je veux dire, je pense que ce n'est pas l'euro qui va bénéficier de la baisse des parts de marché du dollar, c'est le yuan chinois. Et que nous, dans la zone euro, si on veut renforcer le rôle international de l'euro, il faut améliorer ce qu'on appelle la gouvernance économique et politique de la zone euro. On ne peut pas se repayer des crises de la dette grecque tous les 5 ans. Bon, donc il faut qu'on resserre les boulons du point de vue politique et économique, et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Dernier point qui va me servir de conclusion, et l'Europe dans tout ça. Moi, je suis comme vous, la plupart d'entre vous, européens, en tout cas européens de citoyenneté et de cœur, et que par rapport au sujet qu'on a évoqué autour de cette table, que ce soit Chine et États-Unis, qu'est-ce que dit l'Europe sur ce sujet? 0. Sur les conflits nord-sud, avec la montée du sud global, qu'est-ce que l'Europe a à dire? 0. Donc, nous vivons dans un contexte où, pour des tas de raisons, les 27 ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets. Alors, on est d'accord pour augmenter les dépenses de défense, parce que nécessité fait loi. Mais pour le reste, la faiblesse de la gouvernance européenne, qui est un problème politique, un problème géopolitique, qui est aussi un problème économique. Le rapport Draghi de septembre dernier a fait le bon diagnostic. Des raisons pour lesquelles l'Europe est à la traîne par rapport aux États-Unis, du point de vue de la croissance, de la productivité, de l'innovation et des talents.
On a des talents, c'était dit tout à l'heure, il faut les garder, il faut les attirer. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, 10 mois après la publication du rapport Draghi en septembre dernier, qui a fait le bon diagnostic et qui a proposé les bonnes recommandations, à mon avis, nous n'avons pas commencé, en juillet, 10, 11 mois après le rapport Draghi, à avancer sur ce sujet. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Ben pour l'instant, pas grand-chose. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense que ça vous a stimulé et c'est l'occasion de poser toutes vos questions. Voilà Aude qui va vous passer un micro. D'après ce que je comprends, vous dites que en fait, l'Europe est un peu à l'arrêt sur plein de plans, à la fois au niveau compétitivité internationale, à la fois sur ses fonctionnements qui sont un petit peu englués dans une bureaucratie européenne non décisionnaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille se bouger à l'international en essayant d'être plus actif, même si on est un petit peu englué dans nos fonctionnements et dans notre bureaucratie, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut plutôt agir en Europe pour essayer de faire bouger les choses de façon à avoir finalement une base plus solide pour aller exporter? Quels sont vos points de vue là-dessus? Et on va prendre la deuxième question. Peut-être qu'il y a des points de convergence. Oui, alors moi, c'est une question assez pratique et concrète. C'était pour Sarah, je crois, qui avait exprimé le fait qu'elle avait eu du mal à trouver des volontaires pour partir en Arabie Saoudite. Et ça rejoint un peu la question avant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de dynamisme en Europe, à la fois au niveau le plus bas, c'est-à-dire les employés qui ne veulent pas aller à l'étranger, appliquer leur expertise, et ce manque en fait d'engagement et de passion pour, je sais pas, pour leur domaine, pour leur expertise. Voilà, c'était un peu la question. Sarah, tu veux commencer? Oui, alors, je ne parle même pas des Européens. Là, je parle de personnes qui sont basées à Dubaï. Donc, voilà, il y a une espèce de vision que leur qualité de vie va être réduite, etc. Les Européens, j'en ai quelques-uns qui sont d'accord pour y aller, mais il y a toujours cette vision de... Il y a un inconnu. Il y a cette vision que non, il ne faut pas y aller parce que tout le monde va être voilé, on n'a pas de droits, etc. Et pour moi, il faut encourager les personnes de regarder un petit peu à l'extérieur quand même. Parce que si on reste figé, ça rejoint un petit peu votre question, moi je me trouve figée en Europe. Quand on voyage un petit peu à l'extérieur, quand on voit que ce qui bouge, c'est incroyable. Et si on ne bouge pas, si on reste figé, on se fait dépasser. Nous, on le voit par rapport à nos entrants sur nos marchés, qui sont chinois, ils agissent, ils sont agiles. Donc, on parlait de qualité en début en introduction. Pour moi, oui, on fait de belles choses qui sont au top de la qualité, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de nos clients? Voilà, ça, c'est la question que je me pose. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. D'abord, dans le parcours de Foslev, encore une fois, je vais citer Olivier parce qu'il était partie prenante là-dedans. On a été en Arabie Saoudite. Bon, on en est parti. Et le pays a extrêmement évolué. Jeddah en 2015 ou Jeddah maintenant, ce n'est plus le même pays. Il y a de moins en moins de femmes voilées. Les Saoudiennes commencent à conduire. Les fameux restaurants où vous aviez les séparations entre les hommes et les femmes, c'est en train de disparaître. Il y a vraiment une révolution du pays. Et pour preuve, ce qu'ils sont en train de construire, puisqu'ils veulent en faire le nouveau Dubaï et attirer les volontés. Il y a même de l'alcool en Arabie Saoudite. Donc le pays évolue. Moi, je veux juste réagir sur l'Europe. Je suis désolé, mais à l'international, c'est les nations de l'Europe qui exportent. Ce n'est jamais l'Europe. Nous, on y va en tant que Français, on n'y va pas en tant qu'Européens. L'euro est un bon appui dans notre stabilité monétaire et dans la puissance qu'on peut avoir. Mais quand je vais dans un pays, je ne me présente pas comme Européen, je me présente comme Français. Donc pour être puissant en Europe, par rapport à un pays entier comme les États-Unis, comme la Chine, faudrait-il qu'on soit encore un seul pays, ce qui est loin d'être le cas et ce qui, à mon avis, ne sera jamais le cas. Par contre, la force de la stabilité européenne, c'est quelque chose, quand on achète un produit européen, quand on achète un service européen, c'est un vrai gage de qualité.
Sur l'euro, en 92, au moment du référendum sur Maastricht, j'étais l'été en vacances quelque part en France. Je faisais des soirées Tupperware pour vendre l'arrivée de l'euro. Alors je ne dis pas que les epsilon qui a fait la différence me sont dus, certainement pas. Mais moi j'ai toujours été pour l'Europe et pour l'euro, parce que j'ai toujours pensé, je continue à penser que la monnaie unique a plus d'avantages que d'inconvénients, y compris celui que vous venez d'évoquer. Je reviens sur votre question. Je ne suis pas sûr qu'il faille choisir entre se développer à l'intérieur et aller à l'extérieur. Il faut marcher sur les deux jambes. Alors, à l'intérieur, je reviens. Vous voulez du concret, je vous en donne. Le rapport Draghi donne 2 ou 3 pistes nécessaires et pas suffisantes pour essayer de se renforcer, nous, Européens, par des mesures de l'intérieur, sans attendre que les événements extérieurs nous poussent. Il faut changer de politique européenne de la concurrence. C'est ce que dit le rapport Draghi, qui dit, au fond, les Européens, malgré le marché unique, n'ont pas su bénéficier des effets de taille, c'est-à-dire des économies d'échelle. Et en particulier, je pense que la manière dont la Commission européenne a pris des décisions, a empêché des fusions-acquisitions en Europe sur beaucoup de sujets, au nom de la protection des consommateurs, vous a empêché en Europe de construire des conglomérats, des firmes de taille suffisante pour être concurrentielles par rapport aux grandes entreprises américaines, japonaises, etc. On n'a pas su bénéficier, se donner le moyen de bénéficier d'économies d'échelle. Alors, quand je dis ça, on me dit, mais monsieur, il faut changer les traités pour changer la politique européenne de la concurrence. C'est faux. Vous pouvez avoir les mêmes articles dans les traités européens qui concernent la politique européenne de la concurrence. Vous n'avez pas besoin de changer les traités, vous avez besoin de changer l'interprétation qu'on donne des articles. Deuxième exemple qui est d'actualité, les marchés financiers, qui sont quand même très importants pour financer nos entreprises, sont fragmentés en Europe. En 2015, on a lancé ce qu'on appelait à l'époque le projet d'union des marchés de capitaux en Europe. Aujourd'hui, on a changé de vocabulaire, on parle d'union de l'épargne et de l'investissement, dans le jargon européen. Aller vers une intégration plus forte pour avoir en Europe des marchés financiers. Quand je dis Europe, ce n'est pas Londres, c'est après le Brexit, c'est l'Europe continentale, avoir des marchés financiers compétitifs par rapport aux grands marchés anglo-saxons. Bon, alors, il y a des tas de sujets sur la table, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je dois dire quelque chose qui ne plaît pas aux bêtes parce que je suis agressé là en ce moment par des mouches ou des moustiques. Mais je continue quand même et je termine. Je dis, sur le sujet de l'union des marchés de capitaux, l'union de l'épargne et de l'investissement, je veux dire, on peut faire des choses très concrètes. Je vais vous donner un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut qu'on relance la titrisation en Europe, sur une base européenne. Le problème, c'est que le droit des sociétés, vous en savez quelque chose, vous les chefs d'entreprise, à l'intérieur de l'Union européenne, le droit de la faillite est très différent d'un pays européen à l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire l'union des marchés de capitaux dans un contexte où si vous prenez les 27 pays de l'Union européenne, le droit de la faillite est aussi différent. Donc, je ne veux pas être exhaustif sur la question, je veux dire qu'il y a des choses à faire en matière d'innovation, de formation et d'éducation. Il faut qu'on se prenne en main. Alors le problème, c'est le financement. Bon, c'est la raison, je veux dire, nous en France, on est un peu contraints par l'état de nos finances publiques. Pas besoin de faire de dessin. L'Allemagne, qui a des marges de manœuvre, met le paquet sur le financement de la défense. Il faut qu'on arrive à financer la transition énergétique écologique. Il y a de l'épargne en Europe. Le rapport Draghi dit qu'il y a 300 milliards d'euros qui partent chaque année de l'Europe pour financer le déficit US. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de conserver une partie de cette épargne? C'est un problème de produits financiers attractifs. C'est un problème de politique fiscale de l'épargne. Donc, je résume, il y a des choses à faire, mais ça suppose qu'on se mette d'accord, peut-être pas à 27, qu'on avance en Europe avec les pays qui le veulent et qui le peuvent. Nous sommes déjà dans une Europe à géométrie variable. Donc, ce n'est pas pour demain l'Europe à géométrie variable, c'est pour aujourd'hui. Il faut qu'on avance. Si on attend d'être d'accord à 27, la règle de l'unanimité, on n'avance pas. J'espère ne jamais avoir
J'espère ne jamais avoir affaire au droit de la faillite. Hein. Je vous visais C'est pas. un mauvais exemple. Je vous visais pas. Mais non, c'est un bon exemple parce que justement, je savais que vous alliez y échapper. Bien, nous avons 2 autres questions. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, j'ai pas le retour. C'est bon. Bonjour. Moi, j'ai une question plutôt côté entreprise. Vous avez beaucoup parlé de comment la géopolitique du pays peut contraindre et influencer sur votre entreprise et sur comment vous la développez. Moi, je vais faire écho à une intervention qu'on avait eue au TEDx de l'IAE, notamment d'une personne qui parlait du rôle de l'entreprise et qu'aujourd'hui, on a beau avoir de l'économie, on a beau avoir des politiques, mais concrètement, ce sont les entreprises qui font le monde. Parler notamment de l'Afrique. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous considérez que vous avez un rôle ou que vous jouez un rôle dans cette géopolitique ? Parce que comme vous le dites, vous êtes une entreprise française qui va en Afrique. Vos clients sont des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Est-ce que vous considérez que vous faites votre business avec les gens qui sont là ou est-ce que vous considérez que vous avez quand même une certaine démagogie à avoir vis-à-vis de ça et du rôle que vous avez dans cette géopolitique-là et comment vous la façonnez? Voilà. Donc c'est pour savoir si c'était intégré ou si... Non. Moi, je suis très clair, et particulièrement en Afrique, le rôle d'une entreprise n'est pas de faire de la politique. Les problèmes de politique intérieure ne doivent jamais nous concerner. Voilà. C'est la pire des choses que l'on peut faire. C'est pas notre job. Il y a en France, en Europe, certaines contraintes qui sont là. On aurait pu faire toute une conférence là-dessus sur la CSRD, qui est un millefeuille européen avec beaucoup de contraintes. On est des pays qui sont quand même relativement en avance sur beaucoup de choses. Nous, on a juste en parlé, Guillaume Fauré en parlait, c'est les valeurs de l'entreprise, le sens de l'entreprise à faire. Et en Afrique, particulièrement, et la première chose qu'on a à faire en Afrique, c'est développer les compétences locales. Dans le modèle expatrié, avec beaucoup d'expatriés et des ouvriers locaux, il est terminé. Nous, on est passé dans ces pays-là à peu près dans l'encadrement, à quasiment maintenant 60% d'encadrement local qu'on est arrivé à développer au fur et à mesure des années, parce que, quoi qu'on s'en dise, la formation n'est pas la même. Et une de nos meilleures réussites, c'est celle-là. Par contre, se mêler... je veux dire, mes filles me disent on ne va plus aux États-Unis parce qu'il y a Trump. Ok, on part en Chine. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, si on commence à n'aller que dans des démocraties qui correspondent à nos valeurs, on ne va pas aller bien loin. Voilà. Donc, pas de politique, pas de géopolitique. On influence simplement par nos valeurs qu'on essaie d'inculquer à nos employés et par une élévation de notre encadrement et de nos employés. Et par la formation de manière très forte. Juste petit complément sur la question. On parlait du coup de la géopolitique qui peut vous freiner dans les pays où vous allez. Est-ce que vous avez, alors je ne suis pas du tout expert dedans, est-ce que vous avez eu que ce soit du droit, de l'économie française, européenne, qui vous a mis des contraintes pour aller dans certains endroits? Nous, non. Il y a certains pays, on n'est pas coté. Il y a des banques françaises, des banques européennes, qui ne financent plus, par exemple, les projets gaziers. Si vous avez vu, mais Total, pour finaliser son financement de projet au Mozambique, c'est Trump qui l'a débloqué. D'accord ? Tout simplement parce qu'ils sont liés avec Exxon et qu'Exxon doit arriver derrière. Donc oui, ça peut être un frein, parce que malgré tout, du gaz et du pétrole, on en consomme encore. Hein, et même si l'entreprise européenne et nous en premier, on se décarbone, ça peut être un frein. Les règles de compliance ont fait que toutes les banques européennes sont sorties de l'Afrique. Moi, je l'ai vu, moi aussi, dans une autre entreprise, une entreprise de conseil en tout ce qui est risques environnementaux et technologiques. J'étais aussi sur le projet en Mozambique. Ce qui nous a freinés, c'est la frilosité de notre société. Donc, c'était une société américaine qui a été rachetée par les Danois. Et voilà, c'était un peu chaud. Justement, en 2015, j'avais des équipes qui étaient là-bas. Il y a eu des attentats.
Après, ensuite, c'était une décision de s'enlever par rapport à la compliance, la sécurité, etc. Donc, je dirais que nous, souvent, c'est nos propres entreprises, par rapport à la compliance, etc., qui vont nous enlever de ces situations-là. Donc, pour les Danois, quand c'était une boîte américaine, j'avais ouvert en Afrique du Sud, en Russie, au Mozambique. Et sous les Danois, il y a eu un recul, parce qu'il y avait une frilosité par rapport à la sécurité et la conformité. Un mot. Mon expérience, moi je travaille beaucoup en Afrique et sur l'Afrique. Les banques françaises sont en train de se retirer d'un certain nombre de pays d'Afrique occidentale. La Société Générale, pour ne pas la nommer. Pourquoi? Alors la raison officielle, c'est des raisons de compliance, comme on dit. Bon, la peur de risques qui ne seraient pas maîtrisés compte tenu de l'environnement local. Bon, en tant qu'économie, je pense d'ailleurs que les banques françaises qui se retirent d'Afrique aujourd'hui font une erreur. Pourquoi? Parce que pour moi, compte tenu de la démographie africaine, compte tenu des taux de croissance de l'Afrique, compte tenu d'un certain nombre de caractères, l'Afrique va être le continent du XXIe siècle. Donc c'est des marchés énormes, pas tous solvables aujourd'hui. Mais donc pour une banque ou une grande banque française internationale, quitter un certain nombre de pays africains en disant c'est trop dangereux, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, ça consiste à mettre en place des systèmes de contrôle interne, dans des contextes réglementaires plus ou moins resserrés ou pas. Mais voilà, votre question, elle évoque ça pour moi. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement ce que décident les politiques publiques, il y a aussi la stratégie des entreprises face à un environnement risqué. Comment on gère les risques? Bruno y a répondu à sa façon, et vous aussi, il me semble. C'est comme ça que j'ai interprété vos réponses. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre dernière question. Merci. Donc moi, j'ai plutôt une question qui concerne le management en contexte interculturel. Donc c'est peut-être plutôt orienté vers Sarah. Je voulais savoir quelles sont les problématiques que vous rencontrez en termes de management interculturel et quelles sont vos priorités pour les prochaines années liées à ce sujet envers vos collaborateurs chez Omnicell. Merci. Oui, c'est énorme. La différence culturelle, bien sûr, c'est énorme. On ne peut pas copier et coller des systèmes américains sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, etc. Malheureusement, il y a... Voilà. Vu des États-Unis, non, mais c'est facile, vous y allez, foncez, c'est fait. Donc, il y a beaucoup d'éducation vers l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi chez nous. Donc, moi, je base ça sur beaucoup de communication et de compréhension. J'ai eu un cas en Pologne, donc j'ai dû licencier une tête de société en Pologne parce que ça n'allait pas du tout. Il a commencé à me dire, mais vous me tuez. Et je ne comprenais pas. Donc je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vous tue? Vous n'êtes pas performant, on doit vous couper et vous remplacer avec quelqu'un qui va amener de la performance. Et en fait, il s'est énervé, il est sorti fumer une cigarette. J'ai parlé avec quelqu'un, je disais, mais je comprends pas, je ne le tue pas, il n'est pas performant. La personne, le Polonais que j'avais en face, il me dit, Sarah, on est né sous un régime communiste. Un travail, c'est pour la vie. D'accord? Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai pu retourner et parler avec lui d'homme à homme, sur le même niveau de compréhension. Donc, j'ai complètement changé ma stratégie de négociation avec lui. Donc, j'ai montré que si lui, son travail chez nous s'était terminé, le travail de toute son équipe pouvait continuer. Et lui, c'est venu vraiment d'une compréhension. Et ces choses comme ça, se mettre à la place de l'autre, comprendre d'où ils viennent et les us et coutumes de tous ces pays, le management est vraiment très très fin à ce niveau-là. Donc c'est un long parcours, ça demande beaucoup d'ouverture et c'est quelque chose qui est assez passionnant. Merci beaucoup. Aude, tu es la gardienne du temps ultime et tu nous dis que cette table ronde est terminée.
Bon, merci pour votre enthousiasme et votre intérêt. On va pouvoir se retrouver pendant la pause et continuer à poser des questions.